Le style n'est pas quelque chose qu'on peut dégager de l'œuvre d'art terminée. Il la pénètre et l'imprègne, tout en demeurant invisible et indémontrable. Les films danois ne nous ont guère habitués au visage de Copenhague. Et ceux de Carl Theodor Dreyer ne font pas exception à la règle. C'est que le réalisme en art n'en est pas à un paradoxe près. Pourtant, prêtez l'oreille. Et peut-être découvrirez-vous alors ce lien que vous cherchez déjà sans doute, comme nous l'avons nous-mêmes cherché, entre le caractère d'une ville et l'œuvre de son plus grand artiste. Oui, écoutez cette rumeur feutrée mais précise qui monte de la Strayette, dont une administration attentive interdit l'accès à tout véhicule. Cette même qualité, cette même transparence des bruits, vous la retrouverez dans Vampire, dans Ordette, dans Gertrude. S'il le faut donc, rassurons-nous. Aussi secrète que soit cette œuvre et aussi discret son auteur, ils sont bien de cette terre, comme avant eux, Kierkegaard, Andersen et leurs livres. Ainsi, sommes-nous les hôtes d'un ciel unique. Le Français qui aime les voyages a toujours eu du mal à s'assimiler les cultures et les modes de pensée qui lui sont étrangers. L'insuccès de Gertrude en est une preuve récente. C'est pourquoi, avant de rencontrer Dreyer, avons-nous interrogé quelques-uns de ceux qui ont le privilège de l'approcher ou qui l'ont eu. Dreyer, cinéaste danois, qu'est-ce que cela signifie? Comment concilier la réputation mondiale d'un film comme La Passion de Jeanne d'Arc et l'ombre au sein de laquelle a fait retraite son auteur? Est-ce que Dreyer est une figure familière aux Danois? Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror ikke, man kan sige, at manden på gaden kender Dreyer. For Dreyer har jo altid tilstræbt at lave kunstneriske film, og han er i øjeblikket meget interesseret i den udvikling, der foregår i Amerika, i Frankrig, i cineklubberne, i art cinemas. Il est très gentil et nous avons une très bonne relation avec Dreyer ici à la Cinémathèque. Il nous fournit par exemple avec des listes de titres de ces films. Oui. Souvent il y a des problèmes sur les titres et il a fourni la Cinémathèque avec les titres originaux. Ah oui. Et aussi avec les photos naturellement et tout le renseignement. Vous avez des manuscrits de lui, non? Oui, nous avons plusieurs des scénarios, pas des scripts originaux. Il a les scripts lui-même, mais il a promis que la Cinémathèque. Oui. Vous êtes sûr que c'est pas Langlois qui les aura? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce qu'il se mêle à la vie culturelle de... Non, pas du tout. Il est dans une position très isolée dans la vie culturelle et aussi dans le monde du film ici au Danemark. On a toujours considéré Dreyer ici au Danemark comme un personnage un peu difficile peut-être. Lisbeth Movin habite à Vedbæk, sur les bords du Sund, à 30 km de Copenhague. Lisbeth Movin, on s'en souvient, tient le rôle principal de Jour de colère, celui de la jeune fille qui est prise pour une sorcière et brûlée. Dreyer er en ener. Han er ikke sammen med sine skuespillere. Han har ikke det, vi andre siger, nu har vi fri for i dag. Han arbejder døgnet rundt i de 3-4 måneder, han arbejder med en film. Han ikke engang boede i sit hjem på det tidspunkt, for han måtte isolere sig. Han var kun fyldt af denne ene ting, som begejstrede ham, og som han ikke kunne dele. Han måtte tænke på dette arbejde hele tiden. Han var ikke sammen med os andre.
Est-ce que, par exemple, aussi, on peut... Est-ce que vous pourriez faire un portrait de Dreyer, de l'homme, enfin? Kan de lave et portræt af mennesket i Dreyer, ikke som instruktør, men af mennesket? Det er meget vanskeligt, og det kan jeg i virkeligheden ikke. Jeg kan sige, at han er en meget beskeden kunstner. Han er en ener. Han... Undskyld. Kan vi stoppe? Men ellers fortsæt bare på noget. Ja, men det er fordi, der var noget, der smuttede for mig, som jeg gerne ville have frem. Det var altså det med Dreyer, der... Hvordan han var som menneske. Var det det? Ja. Ja, der må jeg altså sige, at jeg kender jo ikke Dreyer som menneske, fordi han altid har lukket sig ude. Men han kan virke måske vag, han er meget beskeden, men han er en meget stærk mand. Instruktør Dreyer ved nøjagtigt, hvor han vil hen. Han ved nøjagtigt, hvordan han vil have det. Instruktør Dreyer går aldrig på akkord. Hvad det så end koster ham? Aldrig. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Dreyer? Ja, det kan jeg sørme. Je pense bien. Jeg skulle møde ham til en film, vi skulle tage Vredens dag. Je t'avais rencontré à l'occasion de Jour de colère. Og jeg skulle komme klokken det. Så har jeg åbenbart misforstået adressen. For jeg har forstået det som Rådhusstræde et eller andet over. Så viste det sig, at det var på Rådhuspladsen. Så jeg kom vist 3 kvarter for sent til mesteren. Jeg kendte ikke herre Dreyer jo, uden at navn naturligvis. Men man kommer kun for sent en eneste gang til Carteau Dreyer. Jeg oversætter lige, du. Oui, je me souviens d'autant plus que il y a eu un malentendu quant à l'adresse. Et je suis arrivé 1 heure en retard. Et ça, je n'oublierai jamais parce qu'on n'arrive vraiment qu'une fois en retard avec le maître. Un rendez-vous avec le maître. Jeg skal videre, du. Nå, men det var jo altså mit første møde med herr Dreyer. Dengang vidste jeg jo ikke, at der skulle blive et møde til, netop med Kaj Munchs ordet. À cette époque-là, je ne savais pas qu'il y aurait eu un rendez-vous en plus. Un rendez-vous que j'ai eu plus tard avec Dreyer, à l'occasion de Ordette. Liberté. Der gik nøjagtigt 10 år, før vi mødtes igen. Il y a exactement 10 ans d'intervalle, avant la seconde rencontre. Da var vi var sammen under Vredens dag, hver eneste dag i 47 dage. J'étais avec lui tous les jours, pendant Jour de colère, pendant 47 jours. Så mødte jeg herr Dreyer kort tid efter i København. Là, j'ai rencontré Dreyer peu après du tournage du Jour de colère. Så goddag, herr Dreyer. Là, je lui dis Tak for sidst. Bonjour, monsieur Dreyer. Så kiggede han på mig, som om han ville tænke sig om et øjeblik, hvem jeg måtte var. Il m'a regardé. Så pludselig så gik det op for ham. Se disant, mais qui est ce monsieur? Et puis tout à coup, il s'est souvenu de moi. Sådan var han, herr Dreyer. Il était comme ça, monsieur Dreyer. Slet ikke for at være uøflet, eller på nogen som helst måde, slet ikke. C'était pas pour être impoli, mais enfin... Vous êtes là comme ça, là, on bavarde depuis une demi-heure, et vous êtes tout souriant. Moi, je croyais trouver en vous un personnage sévère comme le mari de Gertrude. Est-ce que, quand Dreyer vous a parlé du rôle, comment vous a-t-il expliqué le personnage? Non, pas beaucoup. Pour commencer, il faut que je m'excuse parce que je parle votre langue si mal. Mais non, pas beaucoup. Monsieur Dreyer est très silent. Vous savez, il ne dit pas beaucoup. Monsieur Dreyer est très douce et il ne dit que quelques mots, peu à peu. Il parle toujours très doucement, jamais à haute voix. Et vous ne savez pas exactement quand c'est votre idée et quand c'est l'idée de M. Dreyer, parce qu'il a la puissance de forcer ses acteurs de jouer, de travailler comme il veut, sans les forcer.
sans les forcer dans une manière désagréable et sans dire beaucoup. Lorsque Karl Dreyer nous reçut chez lui, nous ne fûmes pas seulement frappés par la discrétion de l'homme, mais par une sorte d'effacement têtu de l'auteur devant le mystère de son œuvre. La conversation dut donc prendre d'étranges détours. Cet arbre-là qui est plus grand que les autres, qu'est-ce que c'est cet arbre-là, cette plante? C'est un caféier. Un caféier? Oui. C'est l'arbre favori de Madame Dreyer. Madame Dreyer aime le café? Ah oui, moi aussi. En souvenir de son séjour en France, Dreyer tint à nous parler tout d'abord de la passion de Jeanne d'Arc. Quand vous avez choisi Falconetti pour Jeanne d'Arc, c'était une actrice connue, célèbre à Paris? Oui, elle était connue, mais surtout au boulevard. Et elle jouait la comédie ou le drame au boulevard? Des comédies légères. Ah oui. Plus tard, après Jeanne d'Arc, elle a fait La Dame aux Camélias. Et elle était comment physiquement? Elle était vraiment très jolie et pour le dire, plus jolie, très délicieuse. Mais elle avait avec maquillage, elle avait un teint luisant qui faisait penser à un fragonard ou à un boucher. Et pourquoi vous l'avez choisi alors? Je ne sais pas, parce que j'ai eu l'idée que derrière le maquillage, il y avait un visage plus naturel et plus humain. Pourquoi vous ne vouliez pas de maquillage? Parce que je voudrais trouver le visage de paysanne. Et j'ai l'idée que ce visage de paysanne était derrière le maquillage. Et j'ai eu raison. Et elle était, de mon avis, beaucoup plus belle sans maquillage qu'avec. Vous aimez quand on voit les rides? Ah oui. Ça fait je dis ça autrefois que ça fait un paysage du visage. En af mine kollegaer, Lisbeth Movin, kom en dag og havde en ubetydelighed sminke på læberne. Une de mes collègues, Lisbeth Movin, avait juste une ombre de rouge aux lèvres, oui. Straks sagde Karl H. Dreyer, hør hvad det er? De har sminke på. Dessus, Dreyer dit, qu'est-ce que c'est, vous êtes maquillé? Jamen, herr Dreyer, jeg bliver jo så farveløs, hvis jeg slet ikke Je suis si pâle sans maquillage, répondu. Hvorefter herr Dreyer så bare svarede hende, Frøken Movin, jeg sminker med mit lys. Oui, c'est là où Dreyer a répondu, mademoiselle Movin, je maquille avec l'éclairage, ne vous en faites pas. Og så måtte hun pille det af. Puis là, elle a retiré le maquillage. Quiconque a vu mes films saura quelle importance j'attache au visage de l'homme. C'est une terre que l'on n'est jamais là d'explorer. Il n'y a pas de plus noble expérience dans un studio que d'enregistrer l'expression d'un visage sensible à la mystérieuse force de l'inspiration, de le voir animé de l'intérieur et se changeant en poésie. Falconetti.
Et quelle était l'importance du décor, l'importance que vous vouliez accorder au décor? Parce que c'est un décor assez abstrait, assez suggéré, plutôt. Nous avons trouvé, c'est Jean Hugo qui a trouvé un livre qui s'appelle le livre des merveilles. Et dans ce que nous avons trouvé l'idée de style de tout le décor, strictement stylisé, et le décor plus petit que les personnes. Ah oui. Et là, nous avons les personnes au premier plan en pleine grandeur, et derrière les personnes, il y avait le décor beaucoup plus petit. C'est un effet très amusant que nous avons tâché de transférer au film et au succès. Oui. Il y a dans un film précédent, dans Pages arrachées au journal de Satan, vous vous rappelez le deuxième sketch sur l'Inquisition, évoque par avance un petit peu Jeanne d'Arc. Vous trouvez? Oui, l'Inquisition espagnole, oui, c'est vrai. Oui. Il y a un tribunal aussi. Il y a un tribunal, oui, il y a des murs blancs. J'ai toujours aimé les murs blancs. Et je les ai dans presque tous mes films. Même à ma hors-tête, le dernier acte était sur un fond blanc. Et dans Jeanne d'Arc, vous n'aviez pas encore la technique des plans très longs? Non, il y avait quelques-unes, mais pas très longues. Pas très longues, non. Et c'est après avec Diaz Nous avons à ce moment-là eu une voiture avec des roues de bicyclette. Comment je peux dire, bicyclette? Bicyclette, oui. Et alors c'était très primitif. Et pour quelle raison ensuite vous avez un petit peu changé de technique ou d'esthétique avec Diaz et Ordette et Gertrude évidemment? Vous avez eu par exemple, vous avez fait beaucoup plus de plans généraux. Oui, en Diaz il y avait la première longue prise de vue avec les garçons qui chantent. Oui. C'était une assez longue, 60 mètres, c'était assez long pour ce temps-là. Mais plus tard, à Ordette, nous avons eu des prises de vue de 300 mètres, même plus. Et pour quelle raison vous avez fait si long? Parce que c'est un fait que l'œil aime de suivre des objets en mouvement. Et c'est une certaine satisfaction pour l'œil de suivre les choses en mouvement. Et l'œil est passif devant des objets en repos. Ça, c'est quelque théorie. Oui, c'est pour ça que vous faites des travelling. Oui. Mais pour quelle raison vous faites les plans très longs, souvent? Très longs. Dans Gertrude, les plans sont très longs. C'était pour toujours tenir le plan en mouvement. Oui, mais parfois le plan est fixe au milieu. Ah oui, ça c'est dans le dernier film. Oui. J'ai fait comme une expérience pour voir si c'était possible de le tenir aussi longtemps pour forcer le public de écouter aux répliques. Ah oui. Listen. Écoutez, oui. Écoutez. Parce qu'on a remarqué aussi que dans vos films, souvent, il y avait un personnage qui pleurait au milieu d'un plan long. Ah oui, ça c'est l'affaire de l'acteur. Comment vous a-t-il fait pleurer? Ja, det kom jo altså ganske af sig selv, for er man inde i en stemning, så behøver der ikke at blive sagt til en, der skal de græde, for det gør man, det må man. Ellers er der ingen mening med, at det netop er en, eller nu i dette tilfælde mig, der spillede rollen. Det er uhyre let. Jeg kan uhyre let græde, men jeg kan bare ikke gøre det på kommando. Det må altså komme ud af en situation. Og der er det jo det letteste på jorden. Vi kender det også fra dagliglivet. Premièrement, c'est naturellement d'une question de la possibilité de l'acteur de sentir, mais c'est peut-être aussi une technique de Dreyer de forcer ces acteurs
en quelques phases, en répétant la scène, jusqu'à la frontière de l'hystérie, de la possibilité des nerfs de l'acteur. Pourquoi vous faites pleurer vos personnages au milieu d'un plan long? Et pourquoi vous ne filmez pas seulement le moment où ils pleurent? Parce que si on a un plan long, un mouvement, là il faut le tenir en mouvement autant que possible. Et s'il y a une actrice qui a besoin de pleurer, il faut le prendre comme elle est, mais pas, et continuer le mouvement. Mais c'est difficile d'avoir un acteur qui pleure après 1 minute. Oui, il faut faire des choses difficiles. Mais comment vous obtenez ça? Ça, je ne sais pas. Ça dépend de toute la situation de la prise de vue en question. Et vous répétez souvent? Non. Pas de trop. Très souvent, je fais des prises de vue à la première, comment je vous dis? Prise, oui. Et ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui demandent beaucoup de répétitions. Et il y a des acteurs qui préfèrent de prendre la chance, en tout cas, à la première prise, et succèdent. Oui. Mais vous parlez avec les acteurs avant, par exemple, quand ils ont à pleurer? Nous avons pour le long prise de vue, nous avons beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Et alors, mais je veux dire toujours, ne jouez pas, ne donnez pas tout. Ne jouez pas, restez jusqu'à c'est au sérieux, si c'est la prise de vue même. Mais pendant tout, il y a des répétitions pour la lumière, pour le mouvement, et pour le caméra, et je dis ne jouez pas, ne jouez pas. C'est difficile d'apprendre la façon de Dreyer en commencement, mais c'est un peu d'hypnotisme, comme j'ai les Antilles. Quand il vous a proposé le rôle de Jour de colère, est-ce qu'il vous a beaucoup parlé du personnage? Han talt meget om rollen, da han har tilbudt dem, altså rollen i Brindens Dag. Dreyer er en meget grundig mand, og han talte meget om rollen. Han talte især om stykket, altså som han mente, det skulle blive, når det var færdigt. Mais est-ce que, après, pendant le tournage, il vous parlait beaucoup du rôle? Est-ce qu'il vous parlait beaucoup du film? Est-ce qu'il vous prenait à part pour vous expliquer le personnage? Ou est-ce qu'il vous laissait assez libre? Han har talt med mig alene om rollen, men ikke på anden måde, end jeg absolut var fri. Jeg kunne udforme den, som jeg ville. Det, der for instruktør Dreyer spillede så stor en rolle, det var atmosfæren. Altså, at man skulle være i kontakt med rummet. Instruktør Dreyer betragtede måske os skuespillere som brikker i hans specielle lille rum. Vi skulle passe ind i dette rum. Derved løb man jo en stor fare for at blive lidt statuarisk. Men det gjorde nu ikke så meget, for netop i en ting som Vredens Dag passer denne stil så enormt. Il faut, quand on joue dans un film de Dreyer, il faut se... Vider. Oui, exactement. Il faut suivre M. Dreyer comme un aveugle, et c'est très difficile d'expliquer, pas seulement parce que je ne sais pas m'expliquer en français, mais c'est très difficile d'expliquer le rythme, excusez-moi madame, le rythme de Dreyer, de M. Dreyer, naturellement pas normal, pas naturel.
Dreyer arbejder jo altid uhyre, som han er som person, meget beskeden og tilbagetrukken, næsten selvudslættende. Sådan er han faktisk også på scenen, når han arbejder med skuespillere. Men alligevel har hans personlighed en sådan kolossal indflydelse på hele arbejdet, det gælder teknikere og skuespillere. Så den stemning, han udstråler, hans udstråling altså afspejles over i filmen, selvom det tilsyneladende er han altså ikke en voldsom, hvad skal man sige, udfarende kraft, som altså sætter hele scenen i flammer. Tværtimod forlanger han på scenen fuldstændig ro, og det respekterer sig alle af teknikerne. Der er ingen, der snakker unødvendigt, der er stille som i en kirke under arbejdet. Il parle aux acteurs, quels sont ses rapports avec les acteurs? Det er jo et meget mærkeligt forhold, fordi jeg kender skuespillere, der har arbejdet for Dreyer. Og jeg kender et specielt tilfælde, en der har spillet en stor hovedrolle i en af hans film, som i flere uger efter de var startet på optagelserne, endnu ikke havde fået talt med Dreyer. Og han opsøgte der Dreyer efter optagelserne, fordi han var ved at blive nervøs og på grund af sin usikkerhed. Og han sagde til Dreyer, jeg er sikker på, at jeg er mægtig dårlig i denne film, og jeg vil meget gerne tale med dem om det. Og dertil svarede Dreyer, så længe jeg ikke siger noget til dem, kan de være sikre på, at de er udmærket. Til først og fremmest, før vi overhovedet begynder på en film hos Carl Th. Dreyer. Avant même de commencer un film chez Dreyer, går man hjemme i herr Dreyers stue en måned i forvejen. On est reçu chez Dreyer dans son foyer, un mois avant. Hvor man naturligvis har lært teksten, det er der slet ikke tale om. Ou bien entendu, on a appris son texte. Så går vi i hans stue, og han siger nogle af de andre roller. Hvad siger han? Han læser altså stikord for en, eller siger de andre. Il donne la réplique des autres rôles, oui. Så går vi de ture, han nu har tænkt sig, at vi skal gå i filmstudiet. Et il indique la mise en place qui aura lieu dans les studios. Hvis man så for eksempel siger til herr Dreyer, denne specielle gang her, det er ligesom om, at den er lidt vanskelig for mig. Et si on fait la remarque, enfin ce mouvement que vous me demandez me paraît difficile à exécuter. Så siger han, hvad havde de tænkt dem? Il réplique tout de suite, mais dites, qu'aimeriez-vous faire à la place? Montrez-moi ce que vous avez envie de faire. Ja. Så får man lov til at vise ham, hvad man havde tænkt sig. Muligvis kan han sige, det synes jeg godt om. Muligvis siger han, jeg bryder mig ikke om det. Skal vi prøve en tredje udvej? Oui. Et on a toujours le droit, enfin chez lui, de lui montrer, de lui indiquer ce qu'on aurait envie enfin ce qu'on sent, ce qu'on a envie de faire à la place. Et souvent il vous donne raison, quelquefois il dit non, écoutez, choisissons une troisième solution. Ja. Der kan også ske det, at herr Dreyer kan ringe klokken 3:30 om morgenen. Il arrive aussi que Dreyer peut vous téléphoner en pleine nuit à 4 heures du matin. Og man tumler ud af sin Tornrose-søvn. Sort de son sommeil lourd. Ja, hallo, godmorgen. Ja, det er Carl Th. Dreyer. Ved I hvad, jeg tænkte over det, vi talte om i går aftes. C'est Dreyer l'appareil. Écoutez, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit hier soir. Ja. Jeg tror godt, vi kan prøve det i morgen tidligt. Essayons-le demain matin. Og så siger han bare, nå, godmorgen. Il dit bon matin, ou bonne nuit. Et il raccroche, 4 heures du matin. Sådan er herr Dreyer. Når han laver en film, er der kun den film og intet andet. Quand il tourne un film, il n'existe que ce film au monde pour lui. Il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre. Intet andet. Meget interessant. Si l'on s'efforce de créer un espace réaliste, il faut faire de même avec le son. Pendant que j'écris, j'entends au loin des cloches qui sonnent. Je perçois les grondements de l'ascenseur, le tintement éloigné d'un tramway, l'horloge de l'hôtel de ville, une porte qui claque. Tous ces sons existeraient également si les murs de ma chambre, au lieu de voir un homme en train de travailler, étaient témoins d'une scène touchante ou dramatique, en contrepoint de laquelle ils auraient peut-être même une valeur symbolique. Est-ce juste alors de les supprimer? Je pense que non. On remarque dans vos films parlants que le son a une très grande importance. Dans tous vos films parlants. Dans Gertrude, le son est très important. Oui, peut-être ça, on est heureux chaque fois qu'on gagnera de nouveaux théâtres. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Parce que dans Gertrude, on entend des bruits qui sont des bruits réalistes. Oui. Et qu'est-ce que vous recherchez en mettant ces bruits? Je voudrais bien que ça est un petit peu en relation de l'action intérieure. J'ai eu à Ordet, il y avait les deux antipodes, le représentant de la chrétienté, oui. Claire et le Bride,
Oui. Et l'autre, le représentant de la chrétienté fanatique, noir et sombre. Et là, quand les deux commencent de se gronder, de se discuter, il y avait deux chiens très loin qui ont commencé aussi de comment est-ce qu'on dit? Aboyer. Aboyer, oui, c'est ça. Oui, vous cherchez des rapports. Oui, ça c'est un peu presque un peu trop direct. Oui, parce que lorsque vous tournez en studio, vous pouvez éliminer tous les sons. Oui. Et vous cherchez au contraire à mettre des sons. Mais vous voyez, la dernière prise de vue à Gertrude, c'est la porte qui est fermée. C'est-à-dire, elle a fermé la porte, elle veut rester seule à partir de maintenant. Mais elle a aussi parlé de sa mort prochaine, approchant. Et pour ça, j'ai mis la musique qui était composée pour toute la fin disparaît et se change dans une très mince cloche. Est-ce que vous tenez compte de ce réalisme du son? Non, c'est le moyen de styliser et de faire des background. Oui, des background, oui. Vous aimez faire des background, mais est-ce que le background doit avoir une signification directe, comme le son des cloches dans... Ah, ça dépend. C'est difficile de distinguer les possibilités. Par exemple, là, dans cette conversation que nous avons, est-ce que... C'est très bien d'avoir le bruit de la rue. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ça appartient. Est-ce que dans Vampire, vous aviez déjà des préoccupations? Ah oui, il y avait beaucoup. Il y avait les chiens qui hurlaient. Nous ne les voyons pas, mais nous les avons entendus. Il y avait l'enfant, le baby, qui pleure ou qui crie aussi. Le docteur demande, et il dit, l'enfant qui pleure, l'enfant qui... Et on entend la vue, mais on ne voit pas l'enfant. Oui, c'est ça, oui. Et l'effet était presque plus grand que si nous avions vu l'enfant lui-même. Comment, dans Vampire, comment avez-vous créé l'atmosphère? Qu'est-ce que vous demandiez à vos techniciens pour l'atmosphère du film? Les murs blancs, et alors les shadows. Les ombres aussi. Nous avions là, pour la première fois, la roue qui danse sur le mur, si vous le rappelez. Le scénario peut et doit être fait par l'auteur et le metteur en scène en commun. Mais c'est le metteur en scène seul qui doit avoir la responsabilité du découpage. C'est lui le médiateur entre le scénario et l'écran. C'est lui qui doit rendre visuelles les pensées de l'auteur. C'est lui qui doit voir les images et prévoir les plans, et non seulement les voir en eux-mêmes,
mais aussi dans leur changement et leur enchaînement. Au moment du maître du logis, et les films avant sont des films où le montage a beaucoup d'importance. Beaucoup. Et surtout le livre de Satanas. Oui. Il y avait une quatrième partie, la partie moderne. Et cette section avait, je crois, 550 mètres. Et il y avait 600 coupures de plans dedans. C'était rapide montage. Ah oui, oui. Mais vous savez, quand il a été coupé et mis ensemble, vous n'avez pas senti qu'il y avait tant de plans. Et pourquoi vous aviez monté très court, comme ça? C'est tombé comme ça. Est-ce que vous aviez... Je ne le fais pas exprès, mais il y avait tant de mouvements et tant d'actions dans cette section. Est-ce que vous n'aviez pas eu des influences de théorie Non. Plutôt, j'avais justement vu Intolerance de Griffith. Et c'est possible que j'ai été influencé par ça. Mais en tout cas, je ne le regrette pas parce que je n'aurais pas pu le faire autrement avec. Il y avait tant de moments, tant de déplacements, tant de... Il y avait des actions parallèles? Oui, ça aussi. Et c'est dans ce cas-là, dans ce film-là, et alors vous avez toujours les gros plans d'elle. Vous n'aviez pas une théorie du montage? Non, et il n'y avait pas de philosophie dedans. Il n'y avait pas de philosophie. Et vous avez eu après une théorie? Non. Vous n'avez jamais eu seulement une petite. Mais il y a quelque chose qui s'appelle sous-conscience. Oui. C'est pour ça. Elle a joué un rôle, je ne sais pas. Parce que certains cinéastes sont des théoriciens comme Eisenstein, Pudovkin. Oui. Ils écrivent des théories sur... Oui, je sais. Vous, pas du tout? Non. Vous suivez votre instinct? Mon inspiration et alors le script et l'inspiration pendant la prise de vue. Oui. Et pendant le montage. Alors vous connaissiez le montage avant de connaître la prise de vue? Et ça, je sais que c'est très utile. C'est vraiment très utile. Parce que pendant qu'on tourne le film, on le coupe déjà, on a déjà fait le montage dans la tête. Et sauve. Et si j'ai tourné plusieurs prises de vue aujourd'hui, pendant la nuit, je le coupe et je fais le montage et j'ai vu que j'aurai un meilleur montage si je prends un gros plan en plus. Et là, je plane le lendemain, pendant que le décor est déjà là, et je mettrai ce gros plan dans le film et c'est fait. Ah oui. Ça, je fais maintes fois. À l'apparition du film sonore, la mimique fut mise en pénitence. On avait désormais la parole. Les répliques jaillissaient interminablement de visages vides. Heureusement, la mimique s'est trouvée remise à l'honneur et a reconquis sa dignité dans les films psychologiques français et américains de ces dernières années. La mimique est un élément important pour le film parlant. Elle agit directement sur nous et en appelle à nos sentiments sans que le relais de la pensée ait à travailler. C'est la mimique qui rend au visage son âme. Elle est plus importante que la parole. Vous pensez que la mimique a plus d'importance que la parole? Ah non, mais les deux ensemble, c'est l'idéal. Pourvu que tous les deux sont bons. Ouais, parce que dans le cinéma muet, l'expression est surtout le mimique. Oui. Mais dans le cas des films... C'était une bonne école aussi. Il y avait, en toute mimique, il y a un début, un développement et une fin. Et vous gardez le début, le développement et la fin? Ou bien vous gardez juste... Je garde, si c'est réussi, je garde le tout. Oui. Avec les répliques et au milieu, si possible. Ça dépend. Mais avec la technique des plans très longs, vous êtes... C'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir beaucoup de prises.
C'est drôle que nous utilisons moins de pellicules avec les longues prises de vue. Parce que nous avons fait beaucoup de répétitions. Mais quand même, pas trop. Maximum 3 ou 4 répétitions longues. Mais alors, nous avons, avant de le répéter, nous avons discuté dessus, nous avons coupé les répliques jusqu'à un minimum. Et alors, après 3 ou 4 prises de vue, répétitions, on a tourné. Oui, parce qu'il y a aussi le problème du rythme intérieur au plan. Oui. C'est peut-être difficile ça, à mettre en place. Dans une longue prise de vue? Oui. Non, le rythme vient automatiquement avec le mouvement. Parce que par exemple, vous parliez hier là des plans, des travelling horizontaux. Vous disiez que l'œil suit facilement les objets comme ça. Oui. Mais c'est la même chose dans le mouvement, quand vous êtes là. Mais il y a des moments où l'œil est arrêté par des, des verticales. Avec ça, on obtient un effet dramatique. Je peux vous dire, dans Dies Irae, vous savez que la sorcière, au début, elle est liée. Attachée, oui. Attachée à une échelle, une longue échelle. Et alors, l'échelle est verticale et reste verticale jusqu'à dans le signe qu'on la laisse tomber. Et alors, mais cet effet-là donnera un grand effet dramatique. Et elle reste jusque là. Et alors, qu'elle tombe, c'est un extra effet. Mais voilà, vous avez le vertical effect. Parce que lorsque vous avez un personnage... Déjà que quand les lignes est là-bas et qu'elle se lève, c'est un grand effet. Dramatique, c'est tout naturel. Oui. Vous jouez avec les lignes verticales, horizontales, vous en jouez consciemment. Vous savez l'effet que vous allez obtenir. Je crois le savoir. Le style n'est pas seulement question de photographie. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à former le style. Entre autres, le rythme du jeu. Et le rythme total du film est à son tour une fusion des différents autres rythmes, depuis celui des travelling jusqu'à celui des dialogues. Il faut, en général, se garder de parler de rythme d'autrefois et de rythme d'aujourd'hui, car, dans certains cas, c'est l'ancien qui peut être le plus moderne. J'ai commencé avec Dies Irae, j'ai commencé avec des longs plans et avec ce rythme un peu plus lent. Parce que si on discute des choses très sérieuses, on ne peut pas aller trop vite avec la dialogue, avec les répliques. Il faut, dans ce genre de film, il faut le temps pour entendre les répliques et le comprendre, et de ne pas laisser les mots sur l'écran aller trop loin. Oui, pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça, parce que dans le cinéma, il faut comprendre ce qui arrive et ce qui est parlé sur l'écran. Il faut l'accepter immédiatement, parce qu'autrement on ne le catch pas, on ne l'attrape pas, on ne comprend pas. Oui. Il faut le comprendre au fur et à mesure. Oui, oui, et immédiatement, parce qu'autrement il y a de nouvelles choses sur l'écran qui demandent votre attention. Gertrud.
Gertrud. Når du er hjemme, Jeg går om et øjeblik. Du skal vel i syndikatet i aften? ja, bestyrelsesmøde. Jeg går nok i operaen og sætter mig i min sædvanlige krog. Hvad går du? Fidelio. Kom. Lad os snakke lidt sammen. Jeg har noget at fortælle dig. Mm. Det er sandt, har mor været her i dag. Nej, Hun skal jo have sine månedspenge. var det det, du ville fortælle mig? Nej. Kom. Sæt dig. Vous savez, ici à l'entrée, il entre par la petite porte et il dépose sa serviette sur le chair et il continue. Il y a toujours une certaine tension. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous regardons? Maintenant, au théâtre, vous avez de tout immédiatement et à une fois. Mais ici, où vous voyez la grande chambre, oui. Vous le voyez en partie. Oui, vous le découvrez. Comme une série de surprises, oui, de oui. petites surprises. Vos films lents. Oui, je le sais, au Danemark aussi. Mais visita je mi ne crois pas canal. que c'est vrai. Ils sont un peu plus lents que les autres. Mais c'est nécessaire, si on discute de choses très sérieuses, il faut écouter plus intensivement. Et alors, la seule manière, c'est de laisser les mots un peu plus longtemps dans l'air. Et d'ailleurs, si vous comparez avec le théâtre, au théâtre, les mots, le dialogue, mais on va dire les mots, ils restent plus longtemps dans l'air qu'au cinéma. Ah oui, oui. Parce qu'il y a cette grande salle, il y a la grande scène, et les mots ont le temps de nager dans l'atmosphère et restent un peu plus longtemps. Oui. Au cinéma, les mots sont coupés au moment même où ils ont quitté l'écran. Oui. Et là, il faut faire au cinéma une toute petite pause pour que les mots auront le temps d'entrer dans les spectateurs. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais est-ce que vous acceptez au cinéma la notion de suspense? Parce que tout à l'heure, vous parliez des plans longs. Non, nous ne l'avons pas parce que le son a son volume. On veut dire c'est son volume. Son volume, oui. Son volume pendant le temps qu'il est sur l'écran. Oui. Après, quand ils ont quitté l'écran, ils sont perdus. Oui. Il n'y avait plus de suspense. Oui, mais tout à l'heure, vous parliez des plans longs et où on découvre les choses au fur et à mesure. Oui, donc c'est la même, à peu près la même chose. Oui, mais c'est comme dans les films vous avez la grande scène et la grande salle, oui. et qui doucement avale les mots. Mais au cinéma, avec le long plan en mouvement, où vous suivez les personnages au gros plan au fond, et alors là vous avez la possibilité de laisser les mots rester oui. un petit peu au moyen d'une petite pause. Oui, oui. Oui. Et est-ce que cette manière de faire succéder les mots et de faire succéder les événements au cinéma, oui. Et qui forment ce que les Américains appellent le suspense, vous savez, dans les films policiers. Oui, oui. Et il y a du suspense. Oui. Est-ce que vous acceptez cette notion? Oui, maintenant je parle plutôt des choses d'un sens intérieur, oui. Des mots qui viennent de l'intérieur, du cœur, de l'âme. Et ces mots
il y a le danger qu'ils ne seront pas compris si vous marchez trop vite. Oui. Mais si vous avez un plan en mouvement, vous êtes toujours en contact avec les acteurs. Et là, vous avez le temps de écouter les mots et aussi le temps de le comprendre. Oui, oui. Oui. Mais ça suppose qu'il y a un contact constant avec les acteurs. Oui. Chez vous. Et ça c'est le avantage du cinéma et les plans en mouvement. Oui, parce que la peinture, par exemple, a tendance à abandonner le visage. Ça, c'est toute autre chose. Là, je parle toujours de visage parce que ce qui m'intéresse et qui intéresse le public, ce sont les âmes et les visages et tout ce qui est derrière le visage. Et la peinture montagne, vous parlez, ça, il n'y a pas de c'est plus sec qu'avec un visage humain. Oui. Parce que c'est dans le visage humain que nous cherchons ce qui nous touche nous-mêmes et ce qui nous est émouvant et crée une émotion. Ça, je pense pas qu'une peinture, une reproduction d'une peinture de montagne puisse donner un effet aussi fort. Oui, parce qu'il y a des peintures de Picasso qui sont avec le visage humain. Ah oui, surtout dans cette période, avant, c'est bleu et rose. Ça, il y avait des choses qui mouvent et qui nous touchent. Mais c'est parce qu'il y a des visages et des personnages. Il a peint des personnages qui, à cause de leur expression, sont mouvantes et nous reconnaissons nous-mêmes en eux-mêmes, en eux. Vous reconnaissez, évidemment. Oui, c'est ça, oui. Et vous pensez que le cinéma est l'art qui permet le mieux cette reconnaissance de nous-mêmes? Oui, je pense. Oui. Mais le théâtre aussi, le théâtre ne peut pas se passer des hommes. Non, parce que sur le théâtre est tout de même plus loin et plus éloigné. Oui, mais l'homme est obligatoire. Avec nos plans en mouvement, nous avons la possibilité d'être à côté de nos personnages tout le temps. Oui. Parce que on peut imaginer de filmer par exemple la campagne. Oui. On peut l'imaginer. Oui. Mais au théâtre, il est nécessaire d'avoir des comédiens. Le devoir? Des comédiens. C'est nécessaire, les comédiens. Ah oui. Au théâtre. Mais au film aussi. Au film aussi. Ah oui. Ce sont surtout les hommes qui nous intéressent. Et pour qui nous avons une sympathie. I 1909 ankom et skib til København. Ombord var den amerikanske opdagelsesrejsende Dr. Cook. Han havde været på Nordpolen, påstod han. En ung journalist kom med på denne reportagefilm. Det var Carl Th. Dreyer, 20 år gammel. ...55 år senere, i december 1964... var der premiere i Paris på Gertrud, Dreyers seneste film. Oui. En tout cas, je connais vos films. C'est réciproque. Madame Dreyer, c'est ma femme. Alors, nous allons avoir une première mondiale à Paris d'un film danois de M. Dreyer. Monsieur Gertrude, mais je crois que nous dînons ensemble d'ailleurs mercredi soir. C'est ça. Et la projection du film est quand? Parce que la seule chose qu'on nous a pas dit, c'est... Vendredi. C'est un homme absolument merveilleux. Je l'observais pendant qu'il parlait au public. Il a cette profonde timidité des vrais artistes. Et
Je sais que c'est un cinéaste danois, mais pour moi, c'est essentiellement un grand cinéaste international. Madame Karina. La carrière de M. Dreyer a été extrêmement difficile puisqu'il lui est arrivé d'être chômeur pendant une dizaine d'années, je crois même 13 ans, entre par exemple Vampire et Dies Irae. Et c'est un homme qui a eu raison de s'en tenir à son idée initiale et l'a poussé jusqu'au bout. Il n'a pas fait un très grand nombre de films, mais ils ont, chacun d'eux a une très grande importance dans l'histoire du cinéma. Un dîner avec les metteurs en scène. Avec les metteurs en scène. Tu viens? Peut-être, oui. Soyez tranquille, on ne vous demandera pas de faire un discours rapidement, ça va trop mieux. Le monde de Dreyer, c'est que c'est un monde spirituel. C'est que l'amour le régit. C'est que à travers le drame qui se passe évidemment sur l'écran, on devine un autre drame qui se passe derrière l'écran, qui est le monde du bien et du mal, le monde de la grâce et le monde de la tolérance. Gertrud var Dreyers 13. film. Den blev optaget i løbet af sommeren 1964 i København. Vi, der elsker arbejdet i atelieret, vi ser på hinanden som lige mænd, og vi snakker om tingene frem og tilbage, indtil hver ting er på sin rette plads. Jeg betragter det som min opgave at være med i det hele, eller i hvert fald i det mest mulige af det. Der er 2 ting, der spiller en meget stor rolle for mig. Det ene er manuskriptet, og det andet er rollebesætning. Og det er i virkeligheden de 2 støtter, der bærer hele filmen. Dreyer har altid arbejdet meget bevidst med stilen i sine film. Allerede i min første film, Præsidenten, stræbte jeg hen imod en forenkling. Og det var især af dekorationerne. Jeg havde dengang den teori, at når man trådte ind i en mands stue, så kunne man alene ved at se sig om i stuen, danne sig et indtryk af hans personlighed og hans væsen. Og derfor blev præsidentens stue, den blev bygget op af rolige vægge og få møbler, og på væggene få billeder i den slags sorte rammer, som var meget almindelige i ældre tid. Ved indretningen af disse interiørs ved jeg, at jeg var inspireret af Wilhelm Hammershøi, hvis specialitet det var at male tomme stuer med meget smukke billeder. Jeg stod fast på, at gamle roller skulle spilles af gamle skuespillere med eget hår og eget skæg.
Stilen kom frem af sig selv, da vi jo arbejdede i gamle huse fra det 17. og 18. århundrede. Vi opnåede, at vi havde lofterne med i billederne. Det var ret ualmindeligt dengang. I dekorationer, der er bygget op i atelier, der er jo sjældent lofter. Og så var det der, når vi så ud igennem vinduerne, så vi landskabet udenfor. Så det gav et for den tid i hvert fald ualmindeligt ægthedspræg i filmen. I Berlin, eller uden for Berlin, skulle vi bygge op et lille stykke Rusland. Og det lykkedes over al forventning, fordi jeg var så heldig at finde nogle flygtninge. De kom jo lige fra revolutionen i Rusland, og fra dem fik jeg flere hundrede amatørfotografier, der var med til stor hjælp. Og så havde jeg også det held at finde 2 russiske kunstnere, en billedhugger og en maler, der endnu kom med rædselen i kroppen og hjalp mig i en ganske usædvanlig grad. Det lykkedes virkelig at skabe et helt ægte miljø og altså også en helt ægte stil. Herman Bangs bog var inde et billede af en tidsperiode, da det var på mode at have prædikestoler, døbefonder og røgelseskar og mere af den slags i hjemmene som antikviteter. Det var en forloren tid, og derfor var filmen også i en forloren stil. Og i virkeligheden er det måske første gang, at der blev ganske bevidst arbejdet med en stil. Og derfor endte vi med at finde en stil, der helt igennem var uægte. I et af de biblioteker, vi hjemsøgte, der havde vi fundet et håndskrift forsynet med små akvareller. Det var et håndskrift fra, tror jeg nok, fra det 15. århundrede, det vil sige fra Jeanne d'Arcs egen tid. Og det karakteristiske ved disse akvareller, det var, at husene i baggrunden var små og stiliserede, mens personerne stod helt fremme i forgrunden og var, om jeg så må sige, af normal størrelse og realistiske. Det var denne stil, vi kopierede, navnlig i udebillederne. Vi malede indendørs dekorationerne hvide, dels for stiliseringens skyld, men også fordi skuespillerne på de hvide baggrunde, deres ansigter kom meget bedre frem og vagte tilskuernes opmærksomhed, netop på grund af de hvide vægge og hvide mure, som jo ikke tiltrak sig opmærksomhed.
manuskriptet var næsten direkte bygget over retsprotokollen, som er fra processen mod Jeanne d'Arc. Og i denne retsprotokol, der stod replik mod replik, næsten som i en kamp på gårde. Og dette ville sige, oversat til film, at til hver replik svarede der et nærbillede. Og da replikkerne faldt lynsnart over på hinanden, så blev det til en uafbrudt række af nærbilleder med tilhørende replikker. Det var efter min mening den eneste måde, man kunne give tilskuerne et indtryk af, hvad der var foregået under den proces. Tilskuerne blev delagtige i den perfide og ondsindede måde, forhøret og Jeanne d'Arc blev ledet på af dommerne og anklagerne. Vi havde planlagt en lidt tung, sort-hvid stil, men på grund af 2 tilfældigheder blev vi opmærksom på en endnu bedre stil og skiftede naturligvis hurtigt om til den nye stil. Vi havde på den første arbejdsdag om aftenen, der så vi dagens prøver igennem, og vi standsede ved en scene, der gjorde indtryk af næsten at være lavet i tåge. Den var helt gråhvid. Og det forekommer sig, at det måske var løsningen, og det viste sig at være det. I hvert fald for endebilledernes vedkommende. Jorge! Manuskriptet sluttede egentlig med, at landsbydoktoren, vampyrens hjælper, at han skulle flygte ud, bort fra beboede steder og ud i en mose
og skulle falde i et af de mange mosehuller, der var fyldt med vand, og han skulle ikke kunne gøre sig fri, og ikke ved egen hjælp og ved egen kraft, og skulle altså til sidst omkomme. Og en dag tog vi ud for at finde en mose, der var egnet til formålet, og vi kørte omkring og så på forskellige moser. Så opdagede vi et hus, der lå ved vejen, og som havde nogle mærkelige hvide skygger på facaden omkring vinduer og døre, som om der inde i huset rasede en hvid ild, der sendte hvide flammer ud, hvor vi gennem sprækker og åbninger. Det var mere end hvad vi kunne stå for. Vi måtte ind og undersøge, hvordan det var med denne hvide ild. Og vi stod af og gik ind i huset, og derinde der så vi et par mørke silhuetter, eller et par mørke skygger, eller skikkelser, der vandrede rundt om en kværn. Og de malede gipsklumper til gipsstøv, og hele luften var fyldt af støvpartikler. Og da vi havde set det, så vidste vi, hvordan vores stil skulle være, nemlig sorte silhuetter, silhuetagtige figurer, og mod hvide baggrunde. Og det blev til, at vi skulle tænke os slutningen af handlingen i en mølles hvide rum, og vi vidste nu også, hvordan doktoren skulle dø. Han skulle omkomme og blive kvalt af neddrysende, evigt rindende mælstøv. Kiitos Trailers. Visita mi canal. Når filmens epoke falder sammen med Rembrandts epoke, og kendetegnet for den begge er hvidkalkede mure og tunge egetræsmøbler og lys fra tavlelys og olielamper, og når så ydermere kostymerne er i begge tilfælde de samme lange sorte dragter med store hvide kraver og hvide manchetter, så kan den ene stil jo ikke undgå at komme til at ligne den anden. Men
om en efterligning var der ikke tale. Jeg begyndte med køreoptagelser der, fordi som en afveksling med den noget tungere stil. Og køreoptagelserne, de skaber jo liv. Og formålet med dem, det var nu først og fremmest dette, at kunne følge skuespillerne og deres indbyrdes spil. Også i nærbilleder, når de var i bevægelse, og bevægelse fra det ene sted til det andet. Men det betingede, at billedkompositionen, der måtte anvende større omhu på billedkompositionen, fordi den jo skiftede uophørligt fra sekund til sekund, og skulle gerne beholde sin stilvirkning. Fungerer så den gamle? Vil du så tilstå? Endelig. Slip hende så ned. Hvorefter hun tilsagte at gå til bekendelse. I ordet, der begyndte jeg på en temmelig indgribende forenkling. Der tolereredes næsten ikke ting, som ikke havde direkte berøring med handlingen. I gamle borgens store stue, der fandtes egentlig kun det store billede af Grundtvig. Så var der et barometer og et standur. Der var et stort køkken. Også det ville jeg gerne forenkle, og det lykkedes mig på den måde, at der man jo ikke kan forenkle eller stilisere virkeligheden uden at kende virkeligheden. Så bad jeg den dame, der forestod kantinen, om at møblere dette køkken, som om det var hendes eget, og således at hun selv ville føle sig tilpas i det. Og hun kom slæbende på masser af ting, der hører hjemme i et køkken, og tallerkener og krukker og alt muligt. Og det blev stillet op efter hendes ønske. Og da hun var færdig, så tog fotograf Benson og jeg fat på at udrydde alle tingene. Vi fjernede dem et stykke for stykke, og til sidst var der kun en 4-5 ting tilbage. Men alligevel i denne forenklede form, der stod køkkenet meget klarere som begreb end med alle de mange ting. Med Gertrud forsøgte jeg lige fra begyndelsen og en forenklingsproces, navnlig med hensyn til dialogen, for at finde frem til den knappest mulige form. Og så lagde jeg også nogen vægt på figurerne, nemlig at få frem det statuariske, og derigennem foretage en tilnærmelse til tragediestilen. Farvel, Axel. Tak for besøget. Tak for din bog. Farvel, Gertrud.